Denis. Ouais, donc je m'appelle Sébastien Naon, je dirige le MIL, qui est un laboratoire d'innovation média à l'Université de Louvain. On est dans une logique interdisciplinaire et on a vu déjà dans les exposés précédents l'importance de cette interdisciplinarité. On est orienté sur deux technologies, pour le dire rapidement, même si on est surtout composé de sociologues, de communicants, de philosophes, de psychologues, d'économistes. Mais on est orienté sur tout ce qui est technologie immersive, qui sera le propos ici de mon intervention, et tout ce qui est ce qu'on appelle dans le jargon l'intelligibilité des données multimodales. Exemple, on travaille avec les archives de l'État pour essayer de comprendre finalement cette masse de données, la rendre la plus intelligible possible. Mon micro, bien sûr. Alors pour introduire mon propos, je vais partir d'un post que j'ai pas du tout vu venir, en tout cas par la personne. Je parle de Jacques Attali. En janvier 2025, il publie sur son blog un post tout petit, tout simple, qui s'intitule « IA et simulation ». Et son propos est assez simple. Il dit vous êtes fasciné par la vague de l'IA, attendez de voir la seconde vague, celle de la simulation, et la transformation, le bouleversement de nos sociétés. Et c'est de ça dont je vais parler. Et dans son blog, dans son post, il nous dit une dimension super intéressante. Il dit « Et d'autant plus que nous, êtres humains, nous adorons simuler ». Il suffit de voir une cour de récréation pour voir que finalement la simulation est un jeu et que quelque part nous nous approprions finalement cette logique de simulation de manière assez naturelle. Alors de quoi parle-t-on? Alors, jumeau numérique, modèle de jumeau numérique, ici je vous présente Salvatore, membre de mon équipe. À gauche, donc à votre droite, vous avez le vrai, et à ma gauche et à votre droite, le faux. Dans notre jargon, on appelle ça un méta-humain. Alors, le jumeau numérique, c'est assez simple. Maxime me demandait, tiens, qui dort avec une montre connectée? Moi, j'ai une montre connectée. Et donc, cette montre connectée a des informations qui peuvent être transmises au jumeau numérique de Salvatore, au méta-humain, donc des données. Et ces données vont être simulées, traitées par le jumeau numérique et me donner une série d'informations. Et donc, je peux faire varier les choses. Salvatore fume, bête variable, il arrête de fumer, il augmente sa consommation de tabac. Quelles conséquences sur son corps et quelle information je peux lui transmettre par rapport à la mutation de son corps, tout simplement. Alors, derrière ça, tout bêtement, des choses qui arrivent et qui nous arrivent, nous, au MIL, c'est les juristes. Qui est propriétaire du méta-humain de Salvatore? Lucé Louvain est assez cash, clair. Toute production faite par quelqu'un qui est sous contrat avec Lucé Louvain appartient à Lucé Louvain. Allez dire ça à Salvatore. Donc mon méta-humain appartient à l'université, donc j'en suis complètement dépossédé. Alors la question se complexifie un petit peu lorsque nous avons réalisé le méta-humain du journaliste Laurent Mathieu. Et vous voyez toute la dimension derrière de la RTBF qui dit c'est un média, comme un autre. Et donc nous sommes propriétaires de ce média, avec sa femme qui dit t'es complètement malade, tu ne vas pas donner ton méta-humain à la RTBF. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? De quoi avec quoi ils vont jouer? Est-ce que le journaliste de demain, qui peut être alimenté par des IA, sera un journaliste complètement désincarné de toi, être humain? Et donc, derrière juste cette duplication, il y a déjà plein de questions que vous voyez, mais ça ne sera pas l'objet de mon propos. Alors, ouais, merci. Alors, jumeau numérique, l'interaction entre des données, simulation dans un jumeau composé, dans notre jargon on appelle ça d'assets 3D, et transmission d'informations. Je vais parler des modèles de jumeaux numériques. Pour le dire autrement, Salvatore, il existe, et vous avez sa reproduction à l'identique de son existence, si je peux le dire ainsi. Dans l'exemple que vous voyez, je vais projeter une cuisine qui existe. Elle existe virtuellement. On sait qu'il y a une porte, qu'il y a un frigo, qu'il y a un meuble, qu'il y a un plan de travail, mais elle n'existe pas encore chez moi. Et donc, je voudrais voir, imaginons ici que je désire implanter une cuisine, je voudrais voir comment elle s'implanterait, quelle est l'interaction avec mon environnement, et entre autres moi. Et donc, le modèle ici, et je vais vous présenter la vidéo. Non, elle ne tourne pas. Bon, elle ne tourne pas. Je vais l'expliquer en deux mots. Donc,
quand on a vu, c'est un prototype, un cas d'usage qui sort d'une société qui s'appelle Varjo, une société finlandaise, qui est en réalité mixte. Et donc vous mettez le casque, vous êtes dans une pièce comme celle-ci, vous voyez votre cuisine, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez également une partie de la réalité. Donc dans le cas d'usage, il y a une fenêtre. Si un oiseau passe par la fenêtre, vous le voyez. Si quelqu'un derrière la fenêtre fait coucou, vous le voyez également. Et donc, il y a une superposition, pour le dire autrement, de cet asset numérique, de cet objet 3D, avec la réalité, sans gommer la réalité. Et donc, ce que nous faisons au MIL, entre autres, c'est de travailler sur cette superposition de la réalité avec des assets 3D, des objets numériques. Alors, pourquoi utiliser ça? Exemple de base. Il y a une dizaine d'années, je travaillais entre autres avec Ernst & Young. Ils déménageaient du site de Woluwe vers le site de Digem. Les utilisateurs du site pouvaient visiter via leur PC leur futur bureau. L'exemple que vous voyez là, c'est les locaux d'Etias. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont déménagé. Et que les employés étaient invités chez Etias à se mettre sous casque de réalité virtuelle dans l'ancien bâtiment pour visiter leur nouveau bâtiment, s'approprier, voir un peu, ils prennent l'ascenseur, ils peuvent dire bah, tiens, je vais visiter mon directeur, je vais visiter telle personne, je vais à la cantine, peu importe. Et vous avez cette possibilité finalement de découvrir l'espace futur dans lequel vous allez être immergé. Alors, des choses plus intéressantes de notre point de vue, c'est l'utilisation de ces technologies immersives et donc de ces jumeaux numériques futurs pour prototyper. Prototyper quoi? Exemple de demandes qui nous sont adressées. Je désire aménager une usine, je désire réaménager une chaîne de production. Comment, avec les technologies immersives, je peux visualiser dans un espace vide les aménagements futurs, ou ce que nous faisons avec le groupe Aisin, groupe Toyota, basé à Braine-l'Alleud, imaginer, prototyper la mobilité de demain. J'imagine, ce qui est le cas, que la voiture de demain est une prolongation de la maison. Et donc, dans le cas d'usage classique, une société automobile va faire des plans, des maquettes, puis va transformer ces maquettes en maquettes à taille réelle, les montrer, les présenter à des utilisateurs, et vous voyez tout le coût qu'il y a derrière cela. À partir du moment où vous le faites avec des assets 3D, des objets numériques, et ce prototypage devient beaucoup plus rapide. Et puis une autre dimension sur laquelle je reviendrai et qui est particulièrement intéressante pour une société comme celle-là ou dans l'espace public, c'est de tester la réception par les utilisateurs. Si je caricature, je fais mon prototype, je le montre au salon de l'auto et je vois comment mes utilisateurs reçoivent ce prototype. Là, je peux les immerger dans ce prototype. Exemple concret, je travaille sur la mobilité de demain, sur les véhicules autonomes. J'immerge des personnes âgées sous casque de réalité virtuelle dans un simulateur que vous pouvez voir, il est basé à 6K à Charleroi, et je visualise, je mesure comment la personne âgée vit cette expérience particulière et récupère le véhicule en cas de situation de risque dangereuse, peu importe, et je peux mesurer, et j'y reviendrai, sa réaction émotionnelle et cognitive. Décidément, les vidéos. Voilà. Troisième usage, la co-construction. Je vais prendre un projet que je porte avec Fiorella qui est juste là, un projet Revivre. Comment, sur site, dans l'espace public, je peux co-construire l'aménagement d'une place? Et donc, comment je vois la place? Comment je peux aller dans une bibliothèque d'assets 3D, prendre un banc, prendre un arbre, le positionner, voir est-ce que ça me convient, et donc commencer un dialogue entre le pouvoir politique, l'expert et le citoyen. Et dans ce projet, dimension supplémentaire, c'est que les professionnels ont déjà des bases de données sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et que donc, en plus du banc, de l'arbre, je vais pouvoir avoir des assets 3D qui sont déjà validés par la science, par l'expérience, qui sont préparés
et qui peuvent être visualisés dans l'espace public pour que les citoyens puissent se rendre compte de ce qui est proposé par des experts dans une proposition de valeur qui a été validée. Et je vais rajouter une dimension supplémentaire qui va faire le lien avec tout ce qui a déjà été dit et le lien avec la présentation suivante. Ce qui va m'intéresser aussi, moi, dans ce processus de co-construction, qui est beaucoup plus challenging en termes de, finalement, de technologie, mais également de qualité, de fiabilité, je vais expliquer le concept. Si je ménage l'espace public de telle manière, dans une logique un peu de prospective, quel va être l'impact environnemental en matière de durabilité? Et que donc, je caricature, je choisis de mettre 5 voitures, un parking pour 5 voitures, ou je choisis de mettre un parking pour 5 vélos, ben mon éco-score en temps réel sera complètement différent. Et donc, comment je peux avoir un retour in situ des choix que je réalise au moment où je co-construis avec les citoyens, les experts, le pouvoir politique. Alors, autre usage, la simulation. Hier, des étudiants de notre université présentaient un projet sur la problématique des inondations, en particulier sur les villes côtières. Avec ces technologies immersives et les données dont on dispose, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, que Ostende a été inondée il y a quelques décennies, donc on a des données. On a des données également sur le réchauffement climatique, on a des données sur la hauteur des sols, sur la hauteur des digues et le risque potentiel d'une vague qui viendrait rentrer dans Ostende. Par contre, de visualiser ça sur site, de voir comment l'eau va intégrer, rentrer dans la ville, quel va être le comportement du bâti qui existe, voir quel va être le comportement des êtres humains et comment vont-ils réagir par rapport à cette vague. Si je prends un exemple concret, ce que nous faisons avec Hazing, c'est tout bête. On connecte l'API d'un GPS de voiture que vous avez des TomTom, des Waze, et ainsi de suite, et nous simulons le comportement rue de la Loi avec le comportement réel des voitures sur site au moment où la personne est sous casque. Et donc, du coup, on n'est pas du tout en train de simuler quelque chose qui est irréel, on simule le comportement réel des véhicules au moment où la personne est sous test, est occupée à évaluer la qualité du prototype que nous proposons. Alors, qu'est-ce que nous évaluons? Pour le dire rapidement, un casque de réalité virtuelle, c'est bourré de capteurs. On capte le mouvement des yeux, on capte le mouvement des lèvres, mais vous captez également le mouvement. Ici, vous voyez, l'oratrice précédente n'a pas du tout le même comportement que moi. Et que donc, du coup, je peux capter de manière pratiquement individuelle le comportement de la personne. Je peux savoir que, dans mes bêta-testeurs, j'ai systématiquement Sébastien qui va être sous casque et je vais tester différentes situations. Et donc, finalement, je n'ai pas besoin de programmer les choses. Je sais que la machine va reconnaître que c'est Sébastien qui monte dans le casque. Reconnaissance faciale, reconnaissance de ses mouvements. Et donc, il y a quelque chose qui est pratiquement individualisable parce que le casque va reconnaître les choses. Mais deuxième élément, c'est que moi, je vais pouvoir mesurer la réaction émotionnelle. Vous avez peur à ce moment-là? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu du tout peur. Oui, mais les données nous montrent, les biocapteurs nous montrent que vous avez eu peur. Ou à l'inverse, ça vous a mis en joie. Non, ça ne m'a pas mis en joie, mais si, les données. Et donc, il y a une matière à discussion avec le bêta-testeur pour voir si la proposition qui lui a été faite correspond à des choix qu'il pose, voire avec des réactions émotionnelles, situation à risque, situation de danger, et ainsi de suite. Nous avons également la possibilité, j'ai oublié de le dire, de mesurer, puisque nous avons un système d'eye tracking, là où la personne a regardé. Donc si maintenant je vais
immerger quelqu'un dans cet espace-ci, et que pour moi, c'est important, simulation d'incendie, que la personne sache qu'elle doit partir par là, je peux tout à fait simuler l'incendie et mesurer que la personne a bien vu la signalétique de la sortie de secours qu'elle a. Et donc, je peux, du coup, réaménager ma signalétique, réaménager mon espace, et donc voir pratiquement en temps réel l'efficience de ma proposition de valeur. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais comment? Avec quel outil? Quelles possibilités s'offrent à nous? Or, le PC, ça marche très bien. J'ai 3 ados, vous les mettez dans Fortnite, c'est finalement un monde virtuel, ça marche très bien, et ça fonctionne très bien. Il y a moyen d'avoir des capteurs, donc il ne faut pas nécessairement un matériel onéreux. Déjà, un PC, avec une bonne carte graphique, pour le dire rapidement, fonctionne très bien. Puis vous avez les caves, ou assimilés, par exemple, en Angleterre, vous avez une société qui s'appelle Igloo, qui fait des propositions. Pour le dire rapidement, vous avez des 4 murs blancs, projecteurs, et vous êtes immergé dans le contenu. Or, chouette, ça marche super bien pour des sites fixes, une université, une école. Il existe des caves mobiles, ça devient un peu plus compliqué. Ou l'exemple du Fari juste après, pour eux, c'est génial. Ils sont basés au centre de Bruxelles, à côté de la gare centrale. Mais pour faire venir des citoyens, c'est assez facile. À Merble-le-Château, c'est un peu plus compliqué de déplacer, d'installer, configurer, et ainsi de suite. Or, ça existe, c'est un coût, et c'est évidemment un coût de déplacement important et d'installation et de configuration. Alors, il y a un débat entre la réalité augmentée et la réalité mixte, mais je vais le dire assez simplement pour vulgariser. Réalité augmentée, justement, c'est l'usage finalement le plus aisé. Il suffit d'avoir un smartphone, un iPad, et vous allez, pour ceux qui ont connu et vu Pokémon Go, c'est exactement la même chose, vous allez visualiser vos assets 3D sur site, et vous allez pouvoir simplement augmenter la réalité avec vos objets. Réalité virtuelle, ce que nous faisons, avec Ezine, nous immergeons la personne dans un autre monde, une autre réalité qui est simulée, qui est la mobilité à horizon 2035-2040, et nous mesurons la réaction, comme je disais tout à l'heure, émotionnelle et cognitive. Alors, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, en tout cas nous, au MIL, mais avec beaucoup de chercheurs, c'est la réalité mixte. Si je prends l'exemple de ma cuisine, pour que la fenêtre soit reconnue, il faut qu'il y ait des capteurs qui reconnaissent cette fenêtre. Si je veux simuler un incendie, il vaut mieux que cet incendie se calque à la réalité. Et donc, la réalité mixte, c'est, comme le mot le dit bien, c'est la juxtaposition du réel avec le virtuel. Et donc, je vais voir l'environnement dans lequel je suis sous casque, je vois l'environnement dans lequel je suis, ici, je vais simuler un incendie, et donc l'incendie, il doit partir exactement de la buse qu'elle a, de la gaine qu'elle a, se propager avec les données dont je dispose. On sait que si l'incendie commence à cet endroit-là, il va se diffuser de telle manière, et donc il va s'approprier, j'en sais rien, je ne suis pas pompier du tout, l'ensemble ici de cet espace-là, et que donc du coup, le mix de la réalité, pour le dire rapidement, virtuelle et la réalité réelle, va m'apporter une proposition de valeur que je vais nettement plus traiter. Et donc, si je reviens au projet Revive que nous portons, reconnaître l'espace, positionner l'arbre exactement au bon endroit et qu'il ne flotte pas, qu'il aille exactement, et que si, ce que nous allons faire, nous allons simuler le ruissellement des eaux pluviales, mais qu'il faut que ça passe exactement au bon endroit, et que donc il y a une reconnaissance de l'espace et un dialogue entre cet espace réel et cet espace virtuel. Alors, aujourd'hui, pour le dire rapidement, beaucoup de technologies sont très matures. Et ce qui nous manque, et pour reprendre le poste de Jacques Attali, qu'est-ce qui va nous manquer pour cette seconde vague? C'est l'arrivée exactement de ce que vous avez connu il y a quelques décennies, l'iPhone. Quel va être finalement le device qui va augmenter notre réalité, qui va faire qu'il y aura une adoption
massive. Or, on voit, et si vous suivez un peu l'actualité, qu'il y a énormément d'acteurs qui travaillent là-dessus. Google est revenu à ses Google Glass, il parle d'Android XR, Samsung travaille là-dessus, Apple, qu'on dit ils sont plantés, pas du tout. Ils réarrivent avec un nouveau device, voire un deuxième, et donc on voit bien que les grands acteurs chinois, asiatiques de manière générale et américains travaillent sur cette arrivée du device, et pour nous, ça sera a priori une vraie révolution, ou en tout cas quelque chose qui pourra nous permettre de mieux travailler. Ce que vous voyez ici, c'est les lunettes Meta Orion, dont on attend encore la sortie, et qui pourront nous permettre de mieux dialoguer avec l'espace réel, pour le dire rapidement. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Les assets 3D. Alors, les assets 3D, pour dire rapidement, c'est la reproduction de ce divan, de cette chaise. Or, c'est assez facile. Un tram, ça reste un tram. Un train, ça reste un train. Et donc, il y a des bibliothèques d'assets 3D qui nous permettent justement de finalement très rapidement utiliser ce qui fait partie de notre quotidien. Et puis, il y a les assets 3D qui viennent de la tête des architectes, des urbanistes, et que là, c'est pas aussi évident. Ça paraît évident de dire, OK, je vais reprendre une maquette qui a été faite virtuellement par un urbaniste et un architecte, et je vais la transférer dans le monde virtuel. L'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas aussi évidente que ça, et souvent, il y a un travail d'affinage. Et puis, ce qui va nous intéresser aussi, c'est finalement des assets 3D qui n'existent pas. Et là, je vais faire le lien en diagonale totale avec les IA. Ce qui est super intéressant, c'est si les IA nous génèrent des assets 3D auxquels nous n'aurions pas pensé. Vous avez peut-être entendu cette chip qui a été construite, cette puce qui a été construite par une IA, sur des modèles, je ne suis absolument pas spécialisé dans le secteur, mais sur des modèles où les ingénieurs spécialisés dans les puces et les chips n'avaient même pas imaginé, et donc du coup, il y a quelque chose quelque part d'incompréhensible dans la génération de ce nouveau asset 3D. Si je prends l'exemple tout basique des IN qui réinventent le volant, ils peuvent nourrir une IA avec tous les volants qui ont existé par tous les constructeurs automobiles pour demander à l'IA de générer des nouvelles formes de volants avec un prompt qui va me donner une autre forme de volant. Et donc, du coup, je reviens à mon rapide prototypage, je peux avoir évidemment des propositions de valeur très rapides qui me permettront à moi, designer, architecte, urbaniste, d'avoir des idées auxquelles je n'aurais pas pensé. Scrapping de données, donc comment je peux aller collecter les données. On parlait de ces bases de données qui sont un peu partout, mais comment je peux faire pour aller les chercher, m'assurer qu'elles sont de qualité, qu'elles sont, on a parlé d'interopérabilité, qu'elles sont ajustées finalement au modèle qui va être le mien. Déjà dans le projet que nous portons avec Fiorella, entre la France, la Flandre et la Wallonie, les données ne sont pas de même nature, de même qualité, et pourtant on doit travailler sur des territoires, a priori, sur lesquels on doit avoir la même analyse. Les capteurs, dont j'en parlais, c'est comment je peux avoir ces capteurs qui me permettent, en tout respect des individualités, en tout respect des données, en tout respect de l'éthique, qui peuvent me permettre, moi, de mesurer cette réception cognitive et émotionnelle des usagers. Comment je peux avoir une certitude que ma proposition de valeur virtuelle, qui deviendra sans doute réelle, est accueillie positivement ou négativement, et donc ça me donnera le challenge de changer ma proposition de valeur par l'usager, par l'utilisateur, par le citoyen. Les données, ça me paraît évident avec tout ce qu'on a discuté, cette qualité, ce partage qui nous permet, nous, de simuler, d'ajuster et de pouvoir avoir des propositions de valeur, pour revenir à ce terme, qui correspondent en tout cas à ce que tant les architectes, les urbanistes, les politiques et les citoyens désirent. Je vous remercie.